Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 13 juin. La bienvenue en France pour Brice Flotio. Après plus de 8 mois de détention, il a retrouvé sa famille. Il est notre invité sur ce plateau. Obsèques officielles à Damas du président syrien Hafez el-Assad. Des centaines de milliers de personnes le long du trajet funèbre. Avec une question politique à propos de la présence de Jacques Chirac. Fallait-il que le président se déplace ? Les deux Corées un instant réunis avec la rencontre du président du Sud Kim Dae-jung et du dictateur du Nord Kim Jong-il. Un débat piégé pour Dominique Voynet avec l'examen du projet de loi sur la chasse en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Pas sûr qu'elle obtienne la majorité. Brice Flotio est là. Bonsoir. Bonsoir. On va lui parler dans quelques instants. Il a retrouvé sa famille, ses amis dans une mêlée médiatique pleine d'émotions après 8 mois et une douzaine de jours de détention en Tchétchénie. L'otage a pu mesurer la mobilisation en sa faveur. Commentaire Dorothée Lyric avec Maryse Burgot et Philippe Deslandes. C'est un homme libre, longtemps attendu, qui embrasse sa famille. Sa mère, sa petite fille Sarah de 4 ans et demi, son frère et tous les autres. Des retrouvailles émouvantes, même si elles manquent un peu d'intimité. Brice Flotio, assailli par les journalistes, ne dira que quelques mots sur le tarmac de l'aéroport militaire. Ça va très bien, tout va très bien, physiquement, psychologiquement, il n'y a aucun problème. Ben, j'ai besoin d'un peu de temps pour réaliser, mais il n'y a aucun problème. J'ai pu retrouver toute ma famille, bon. Dans le salon de l'aéroport, la famille a pu profiter de quelques minutes de calme. Le ministre à la coopération, de son côté, a démenti quelques rumeurs autour de la libération de Brice Flotio. Pas d'intermédiaire, pas de rançon. De cela aussi, il faut se féliciter. Les Tchétchènes lui ont volé presque 9 mois de sa vie, mais qu'importe. Aujourd'hui, Brice sourit. Ouais, c'est le délire, c'est hyper cool, quoi. Non, c'est bien, apparemment il a pas, là ça se passe bien, tout se passe bien, il est nickel, il est super bien, il a la pêche. Ouais, ça fait plaisir, ben, ça fait 9 mois qu'on attend ça. Donc je veux dire, le jour où ça arrive, ça fait bien plaisir, quoi. La famille Flotio doit repartir demain à Toulouse pour retrouver enfin une vie normale. Bon, je vais dire comme votre frère, ça fait rudement plaisir de vous voir. Ça va bien? Vous vous sentez physiquement à peu près en bon état après cette détention? Non, physiquement, tout va, comme je dis dans le reportage, tout va très bien. La fatigue vient peut-être de ces 2 derniers jours. J'ai l'impression qu'avec toutes les sollicitations des médias, c'est ça qui m'a un peu épuisé. Mais non, enfin, la détention s'est quand même passée dans des conditions, la plupart du temps, relativement convenables, si on peut dire. Et si vous voulez, j'ai pu, la plupart du temps, faire des travaux journaliers, pouvoir... Et vous avez été pendant un temps attaché, retenu dans une maison, dans une cave, vous savez à peu près ? Tout a été par période en fait. Ma détention a avancé au rythme de la guerre. Le premier mois j'étais avec mes ravisseurs, là j'étais attaché, j'ai été jeté dans un cachot. Bon, ensuite, lorsque dès que les bombardements s'approchaient, on me changeait d'endroit. Et là, vous avez craint ces bombardements? Vous vous êtes dit, ça peut nous tomber dessus? J'espérais que ça tombe dessus, en fait. Non, parce que, bon, par exemple, au moment où j'étais dans cette maison, après quand j'étais dans ce cachot, je me disais, s'il y a une bombe qui tombe à proximité, ça va ouvrir une brèche et je pourrais m'enfuir. Ouais. Voilà. Quel type de rapport aviez-vous avec ceux que vous appelez vos rabuseurs? Cet après-midi, vous parliez même de bandits. Oui, non, mais ce sont des bandits, bien sûr. C'est pas des militaires? Non, mais ce sont des... Si vous voulez, en Tchétchénie, le banditisme s'est développé ces derniers temps. Ce n'est pas la majorité des combattants qui ont fait la guerre.
Mais mes ravisseurs, bon, ce sont des bandits. Enfin, les gens qui pratiquent le kidnapping, ce sont des bandits, À évidemment. aucun moment vous n'avez éprouvé ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, vous avez une sorte de sympathie pour vos ravisseurs? Je pense que c'est inévitable. Vous voyez cette image d'octobre 99, Ouais. et là vous, Oui, bon. vous demandez s'il vous plaît qu'on vienne. Vous étiez, il y a eu un moment où vous vous êtes dit je suis à bout, je vais jamais m'en sortir ou pas? Là, à propos de ces images, là, c'est quand j'étais dans ce cachot, pas de lumière, mur en béton, porte en fer, très peu de nourriture. Bon, là où vous dites, je savais quelles avaient été les conditions de détention des autres otages, notamment de Vincent Cochetel. Je me dis là, si je dois y passer 10 mois, 11 mois, bon, ça risque d'être très Vous dur avez toujours su très psychologiquement. précisément qui vous détenait, vous les Enfin, connaissez? je les connaissais, je les ai connus, si vous Ouais. voulez. Je ne savais pas qui c'était à l'origine, mais je sais exactement maintenant, je sais qui m'a kidnappé, je sais d'où ils sont en Tchétchénie. Bon, en fait, ce n'est même pas un secret au bout d'un moment. Les différents groupes qui vous gardent savent exactement quelles zones sont contrôlées par tel chef de guerre. Bon, et certains de ces chefs de guerre, leurs revenus, ce sont les rançons des kidnappings. Qu'est-ce qui est passé dans votre tête pendant ces 8 mois et demi? Des envies de suicide, des envies de fuite, des envies je sais pas, de faire cause commune avec eux. Qu'est-ce qui est passé dans votre tête? Des envies de suicide, jamais. Je pense que c'est grâce à ma famille, grâce au journal que je tenais et qui me permettait un peu de libérer donc tout, D'évacuer d'évacuer les tout pensées plus tout ce sombres, que j'avais à l'intérieur de moi-même. Je sais pas, je n'ai jamais été, je ne me suis jamais senti acculé à un mur, quoi. Vous avez dit une chose un peu surprenante en arrivant, vous avez dit mais c'est une telle disproportion pour moi, tout ça, tout ce mouvement et tout. Vous êtes réellement surpris, le fait qu'à Toulouse notamment, je pense que ce soir ils vous regardent beaucoup, à Toulouse, un peu partout en France, il y a eu un vrai mouvement en votre faveur, vous avez été très surpris, vous trouvez même ça disproportionné? Enfin bon, non, je les remercie avant tout, mais quelque part oui, je trouve ça un peu disproportionné. Disons que j'aimerais que ce qui s'est passé pour moi, tous les moyens qui ont été mis en œuvre pour ma libération, tous les médias qui sont mobilisés, toutes les affiches qui ont été faites et tout ça, il faudrait que ce soit mis, que ce soit utilisé pour quelque chose d'autre, Notamment pour les otages aux Philippines, qui sont sur l'île de Jolo. Les otages aux Philippines, mais pour la prise d'otages en général. Ça a l'air d'être un phénomène à la mode en ce moment. On kidnappe aux Philippines, on kidnappe en Sierra Leone, on kidnappe au Luxembourg, on kidnappe partout maintenant. C'est un procédé qui est tellement facile et tellement lâche. C'est évident quand vous arrivez dans un pays, que vous êtes étranger, que toutes les autres personnes sont autour de vous, c'est trop facile. Qu'est-ce que vous allez faire dans les jours qui viennent? Quelle est l'envie que vous avez? L'envie que j'ai, l'envie que j'avais quand j'étais là-bas, c'était surtout un peu d'hygiène, quoi, me laver. Au niveau de la nourriture, ça allait. J'ai pu manger quand même à ma faim assez régulièrement. Mais oui, je sais pas, c'était de l'hygiène et la plus grande chose, c'était de revoir ma famille. Et maintenant, j'ai envie d'avoir un peu de calme avec ma famille. Là, je m'excuse, j'arrive pas trop à parler. Ouais, j'ai la bouche un peu on est pâteuse, tous émus de peut-être. vous avoir. Je suis très très fatigué, quoi. Ouais. Mais et votre petite fille qui trouve très bien que vous ayez la barbe. Elle adore ça. Mais bon, il faut qu'elle sache, je vais la raser quand même. Oui, je vais m'en débarrasser. Bon, on vous souhaite un bon chemin maintenant. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci.
Hommage populaire de centaines de milliers de personnes aujourd'hui à Damas, la capitale syrienne, pour Hafez el-Assad qui aura dirigé d'une main de dictateur la Syrie pendant 3 décennies. Hommage populaire mais aussi officiel avec une très forte présence de représentants des pays arabes venus ainsi saluer celui qui va succéder à Hafez el-Assad, son fils Bachar. Commentaire Philippe Rochon. Assad était le chef et l'enfant du pays, l'enfant de Kardahar, le fief de la minorité alaouite qui tient les rênes de la Syrie et à laquelle il appartenait. C'est pour cela qu'ici la ferveur était la plus forte. Dans la mosquée qu'Hafez el-Assad lui-même a fait bâtir en l'honneur de sa mère, pouvoir et famille se retrouvaient intimement mêlés dans la prière. Devant Bachar, son fils et successeur, l'imam dira même « Nous acceptons le jugement de Dieu, mais Assad reste dans notre cœur, dans nos veines, nous sommes tous une seule et même famille. » Puis c'est l'entrée au tombeau où repose déjà son fils Bassel qui devait prendre la succession du père mais s'est tué dans un accident de voiture. La cérémonie avait commencé dès l'aube à Damas. Quand un peuple n'a connu qu'un seul chef pendant 30 ans, sa disparition jette le désarroi. Ce fut le cas ce matin quand les Syriens ont vu partir la dépouille d'Hafez el-Assad, suivi par son fils Bachar, propulsé à la tête du pouvoir pour y combler le vide politique. 13 chefs d'État étrangers étaient venus rendre hommage au lion de Damas, mais les exactions du régime et la main de fer avec laquelle il a gouverné ont fait reculer les présidents du monde occidental. Sauf Jacques Chirac, lié avec le fils Bachar, est président d'une France qui est appelée à jouer un rôle dans le maintien de la paix après le retrait israélien du Sud-Liban. Devant la dépouille, on aura vu Arafat, le président palestinien, même si Assad a tenté plusieurs fois de le renverser. L'émir du Koweït, reconnaissant à Hafez el-Assad d'avoir soutenu son pays contre l'Irak pendant la guerre du Golfe. Mais aussi Rotami, président d'un pays, l'Iran, qui grâce à la Syrie a pu envoyer au Liban ses gardiens de la révolution et ses fonds au Hezbollah pour combattre Israël. Un Hezbollah avec à sa tête le cher Nasrallah bien présent à ses funérailles. Cette journée est donc venue apporter au successeur de Hafez el-Assad, son fils, le soutien du monde arabe et du monde occidental. Il en aura besoin. Alors, Philippe Rochot vient de l'évoquer, la présence de Jacques Chirac à Damas n'est pas du goût de tout le monde en France. Elle n'est pas opportune, selon le président du groupe socialiste Jean-Marc Ayrault. Il ne faut pas qu'elle soit interprétée comme un soutien à un gouvernement non démocratique, dit le député de démocratie libérale Claude Goasguen. Et pour François Bayrou, le président de l'UDF, la France ne devrait pas se prêter à la glorification des dictateurs et des assassins. Le député vert Noël Memer parle même de grande crapule internationale. Alain de Chalvron, vous êtes à Damas, alors comment peut-on analyser le choix du président de la République? La décision de venir à Damas n'était pas facile à prendre. La France et la Syrie ont été en conflit et Hafez el-Assad effectivement utilisé les pires méthodes pour briser les initiatives de la France dans la région. On se souvient dans les années 80 de l'assassinat de l'ambassadeur de France à Beyrouth, des 54 soldats morts lors de l'attentat du Drakkar, des prises d'otages, etc., etc. Mais au-delà de ces souvenirs douloureux, il y a aussi les réalités. Et ces réalités, c'est d'abord la place incontournable de la Syrie au Moyen-Orient, la nécessité de conforter le choix récent de ce pays pour la paix. C'est aussi un intérêt commun des deux pays pour le Liban, et l'histoire prouve que lorsque la France et la Syrie marchent de concert au Liban, tout va mieux dans ce pays. Enfin, il y a l'espoir suscité par le jeune Bachar, que le président Chirac a reçu il y a quelques mois à l'Elysée. Alors pour toutes ces raisons, Jacques Chirac a estimé qu'en dépit du passé, il valait mieux faire ce voyage de Damas, quitte à susciter des polémiques en politique intérieure. Merci. Une journée historique pour les deux Corées, Sud et Nord. Une première rencontre au sommet à Pyongyang, la capitale du Nord, a eu lieu avec Kim Dae-jung, le président du Sud, et Kim Jong-il, le dictateur stalinien du Nord. Tous les opposent, mais il n'empêche que les Coréens des deux bords ont vécu ça avec beaucoup d'émotion. Commentaire Anne Poncinet. Tout était exceptionnel ce matin sur l'aéroport de Pyongyang. D'abord, la venue de Kim Dae-jung, le président de la Corée du Sud. Ensuite, la présence pour l'accueillir sur le tarmac de Kim Jong-il, le leader de la Corée du Nord, qui jamais n'est ainsi passé en direct à la télévision à l'étranger. Exceptionnel surtout leur poignée de main, unissant les chefs de deux États théoriquement en guerre, deux pays qui depuis 1953 n'ont même plus de communication postale ou téléphonique. Dans son discours, le président du Sud a souhaité que cette rencontre permette de lever la menace de la guerre pour 70 millions de Coréens. Le long des avenues de Pyongyang,
La ferveur populaire semble très organisée, à l'image du régime nord-coréen, le système communiste le plus rigide du monde. Mais l'enthousiasme est réel. Côté sud, la rencontre a été suivie à la télévision avec beaucoup d'émotion. Ça fait 55 ans qu'on attend ça. Je suis bouleversée et sans voix. Pour autant, les deux Corées et des millions de familles coréennes restent divisées par la frontière la plus militarisée du monde. Il faudra plus que ce sommet historique pour avancer concrètement sur la voie de la réunification. En Italie, l'auteur de l'attentat contre le pape Jean-Paul II, c'était en 1981, le Turc Mehmed Ali Hacha, a été gracié par le président de la République italienne. Le pape lui avait accordé son pardon dès décembre 1983. Une nouvelle réunion sur la réforme de l'assurance chômage, la 5e du genre et peut-être la dernière selon le MEDEF, le patronal. Les partenaires sociaux discutent depuis cet après-midi de l'indemnisation des chômeurs et des nouveaux contrats de travail à durée limitée proposés par le MEDEF. La CGT n'a pas exclu un constat de rupture dès ce matin par la voix de Bernard Thibault sur France 2. C'était dans les 4 vérités. Reportage Nathalie Moisan et Bernard Ronflet. En chanson, les comités de chômeurs ouvrent le bal d'une nouvelle nuit de négociations. Installés devant le siège du MEDEF, ils espèrent que les syndicats reprendront leur refrain, résolument contre les propositions patronales. En fait, ce que veut le patronat, c'est que les chômeurs prennent n'importe quel boulot, avec n'importe quel salaire et dans n'importe quelle condition. En discussion aujourd'hui, le plan d'aide au retour à l'emploi. Un plan dans lequel le chômeur aura des droits, bilan de compétences, formation, mais aussi des devoirs. S'il refuse une proposition d'emploi, ses indemnités diminueront de 20%. S'il en refuse 3, elles seront supprimées. Aux côtés des manifestants, la CGT s'y oppose fermement. Le projet appelé maintenant PAR porte une dimension humainement insupportable, avec les sanctions, avec l'exclusion en rendant coupables, encore une fois, les chômeurs. Dans la mêlée, certains ont du mal à se frayer un chemin. Force ouvrière a rejoint le front du refus, un recadrage orchestré en coulisses par Marc Blondel. On ne peut pas prendre des allocations des chômeurs et leur dire il faut que tu signes un contrat et puis on va te former et on te donnera du travail. Est-on sûr qu'on lui donnera du travail? Quelle nature de travail? Où? À quel niveau? Etc. On ne peut pas être les complices d'une sanction, c'est très clair. Pour le patronat, c'est la rencontre de la dernière chance. En cas d'échec, il se retirera de tous les organismes co-gérés avec les syndicats. Ah oui, en ce qui nous concerne, il n'y aura pas d'autres séances, mais celle-ci devrait nous permettre de trouver un accord avec les organisations syndicales. Et si vous ne trouvez pas d'accord? C'est leur problème. Car plus le temps passe, plus le MEDEF doit faire des concessions. Mais peut-il signer un accord avec 3 syndicats sans la CGT et Force ouvrière? Réponse cette nuit. Le ministre de l'économie, Laurent Fabius, est favorable à une augmentation du taux de livret A. Actuellement, ce taux est de 2,25%. Une rémunération supérieure pourrait être annoncée dans les jours prochains, a indiqué Laurent Fabius à l'Assemblée nationale. Et dans cette même Assemblée, on discute depuis cet après-midi et sans doute toute la nuit du projet de loi sur la chasse. Une deuxième lecture très difficile pour le gouvernement et pour Dominique Voynet, les sénateurs ayant profondément modifié le texte sous la pression des chasseurs. Un compromis paraît difficile, d'autant que les communistes ne sont pas d'accord avec la ministre de l'Environnement. Reportage Philippe Boisserie et Bernard Puissessot. Je regrette simplement que les propos du rapporteur créent les conditions, non pas de l'apaisement, mais de l'affrontement. Le communiste François Liberty a vite donné et le ton du débat et son enjeu. Un certain nombre de députés communistes et socialistes espèrent toujours faire évoluer la loi de Dominique Voynet vers des terres plus favorables aux chasseurs, l'arme au pied. Les propositions qui nous sont faites à ce jour ne sont pas satisfaisantes. Nous osons espérer que le débat qui aura lieu ce soir permettra de faire progresser les choses. Sinon, on aura de la difficulté à soutenir ce texte. Y aura-t-il donc une majorité pour voter la loi chasse? Devant le danger, les députés du groupe socialiste ont été rappelés à leur devoir par un Lionel Jospin qui sait que les Verts n'accepteront pas de camoufler. Alors, chacun tente d'y croire. Ce sera dur, ce sera âpre, c'est toujours comme ça. Il y aura encore des demandes. Vous savez, quand on vit les derniers moments d'une course, le sprint est toujours un peu dur. On joue au coude à coude, on veut obtenir quelque chose, ce sera comme ça ce soir. Je pense que tout ce petit monde se trompe. Et qu'à force de vouloir faire des cadeaux à l'extrême chasse, tout ce petit monde est en train de creuser la tombe de la chasse en France. 3 points principaux affûtent les esprits. Les dates de chasse, que certains voudraient voir élargies. Le jour de non-chasse, que les mêmes voudraient voir raccourci.
enfin la chasse de nuit pour l'instant légalisée dans seulement 20 départements. À l'issue de son discours, Dominique Voynet s'est dite persuadée de pouvoir maintenir son cap. La longue bataille nocturne qui s'annonce, à grands coups d'amendements, départagera ces deux camps retranchés. Le coq ne sait pas encore pour qui il va chanter. Alliance politique inédite, François Bayrou et Daniel Cohn-Bendit convergent sur la vision de l'Europe. Ils ont lancé un appel en commun à Strasbourg pour une constitution européenne et un président élu. On a appris aujourd'hui le décès de Pierre Guidoni, l'ancien député de l'Aude, socialiste, ancien ambassadeur. Il était délégué interministériel au co-développement. Pierre Guidoni était âgé de 58 ans. Devant le tribunal correctionnel de Paris, deux hommes s'affrontent. Bernard Bonnet, ancien prophète de Corse, et Jean-Hugues Colonna, le père d'Yvan Colonna, celui qui est recherché pour le meurtre du préfet Claude Érignac. Bernard Bonnet, dans son livre, avait mis en cause les relations de Jean-Hugues Colonna, ancien député socialiste. Compte rendu Dominique Verdeillan et Nadine Picard. Audition, confrontation ou aujourd'hui premier procès, Bernard Bonnet ne se départit jamais de son sourire, sans doute pour désarmer la partie adverse. Dans son livre paru en octobre 1999, le préfet s'interroge sur la fuite de l'assassin présumé de son prédécesseur Claude Érignac, Yvan Colonna. N'y a-t-il pas eu échange d'informations entre deux amis? D'un côté, le père, Jean-Hugues Colonna, ancien député socialiste, et de l'autre, Christian Vigourou, directeur de cabinet d'Elisabeth Guigou. Pour Bernard Bonnet, il y a trois hypothèses à la fuite d'Yvan Colonna. Est-ce l'incompétence? Est-ce la connivence? Ou est-ce une intuition géniale qui fait que quelqu'un s'aperçoit le moment où il serait de trop à un endroit et qui s'en va? J'ai eu pris l'habitude dans la vie d'être malmené. Insinuation odieuse, attaque ignominieuse, s'exclame Jean-Hugues Colonna qui dit vivre depuis un an une période pénible. Si vous n'avez pas compris que c'était une histoire d'honneur, c'est regrettable pour vous, monsieur. Aucune peine n'a été requise à l'encontre de Bernard Bonnet. L'accusation s'interroge sur le fondement de la diffamation, au grand bonheur de l'ancien préfet. Et j'ai pris grand plaisir à rencontrer des magistrats. Je vous remercie. Rencontrer les magistrats, décidément le préfet Bonnet a le sens de la formule. Demain, il sera entendu par un juge en Corse dans un dossier annexe à celui des Paillotes. Une affaire qui ne devrait pas être jugée avant l'automne 2001. D'ici là, le dossier Érignac, lui, aura peut-être avancé. À l'unanimité, les députés ont renforcé les sanctions contre les dégazages pétroliers sauvages en mer. Les amendes sont triplées et les peines de prison doublées. En mer du Nord, une plateforme pétrolière norvégienne dérive actuellement avec 77 personnes à bord. C'est cette plateforme que nous avions filmée il y a un peu plus d'un an. Elle a rompu ses amarres, le temps est très mauvais actuellement. Un hélicoptère procède en ce moment même à l'évacuation des personnes présentes sur cette plateforme. À la veille du bac, et pour rassurer tout le monde, perdant présumé compris, nous avons choisi de manière un peu perverse de rencontrer quelques-uns et quelques-unes qui ont quand même réussi un joli parcours sans avoir le baccalauréat. Écrivains, syndicalistes ou jeunes chefs d'entreprise, c'est possible sans le diplôme, mais statistiquement, je vous préviens, c'est quand même plus rare. Reportage Hélène Hugues avec Jean-Jacques Le Garec et Philippe Jasselin. Sans bac et déjà chef d'entreprise. À 16 ans, Eric vient de quitter le lycée pour créer sa start-up. Mais lorsqu'il embauche, ce jeune patron n'en reste pas moins sensible au diplôme des autres. Au niveau des études, donc, tu en es où à peu près c'est le SCP, c'est ça? Mais pour lui-même, les études ont cessé d'être une priorité. S'il promet quand même de préparer le bac par correspondance, c'est sans conviction. Si mes parents ne m'avaient pas poussé à avoir le bac, enfin, à essayer d'avoir le bac, je sais pas si je continuerais. Cette voie-là pour le bac. Parce que je vois qu'il y a pas mal sans le bac qui ont bien réussi, tout ça, donc... Mais le prix de la réussite est souvent plus élevé qu'il n'y paraît. Monique Voya est aujourd'hui à la tête du principal syndicat d'enseignants. Professeure elle-même en économie-gestion, elle n'a jamais passé le bac. Je le conseille à personne quand même, parce que oui, j'ai réussi sans le bac, mais j'ai dû faire des formations qui ont comblé ces manques. Et bon, il se trouve que je les ai faites par correspondance, c'était encore plus difficile. On se met à côté du cortège. Interlocutrice de tous les ministres de l'Éducation depuis 16 ans, symbole de la lutte anti-allègre, elle n'a, malgré ses succès, jamais tout à fait vaincu le complexe de ne pas avoir le bac. Même encore maintenant, moi, il m'arrive dans des conversations de relever que, bon, il est fait référence à quelque chose que j'ignore, mais en même temps, je relativise, je me dis que ça doit bien arriver à d'autres. Complexée de ne pas avoir le bac, Françoise Giroud l'a aussi été à ses débuts. Je m'en vantais pas du tout. Au contraire, quand on me posait la question, j'aurais plutôt envie de mentir et de dire que je l'avais. Mais la carrière qui a suivi n'a connu aucun accroc. Journaliste, directrice de rédaction, écrivain à succès, scénariste, ministre aussi. Et pourtant, il lui reste ce regret.
Ce qui m'a manqué, c'est d'avoir fait des études un peu longues, parce que j'étais plutôt douée pour ça, que j'en avais le désir, que je voulais devenir médecin, que j'étais entourée de gens qui avaient fait des études. Enfin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué dans la vie. J'en ai eu une profonde tristesse. S'il n'est pas une garantie de réussite dans la vie, le bac a toujours eu la même valeur pour toutes les générations, le diplôme qu'il vaut mieux avoir pour ne rien regretter. Bon, et puis je vous signale que demain, après les épreuves, bien sûr, les corrigés du bac seront sur le 3615 code France 2. Un beau cadeau pour le Futuroscope, cher à René Monory, lui aussi d'ailleurs exemple de réussite sans le bac. Le Futuroscope est désormais à 1h20 très exactement de la capitale. Une nouvelle gare TGV a été inaugurée aujourd'hui près du Futuroscope. Pic de pollution à Paris aujourd'hui, et pour l'air pur, je vous conseille maintenant Chaumont-sur-Loire dans le Loir-et-Cher et son Festival international des jardins. 30 jardins où chaque créateur est libre seront exposés jusqu'au 22 octobre. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour les paysagistes, les jardiniers amateurs ou non. Ce sont 30 espaces de 250 mètres carrés chacun, des jardins totalement inédits. Reportage Michel Strulovici et Alexandre Delaval. La majesté de la Loire et de ses châteaux pour un festival des jardins sans pareil. Ici, avec des matériaux simples et beaucoup d'imagination, 30 paysagistes créent la surprise. Cet entassement de paille, c'est un jardin secret où l'on déambule. Des bottes empilées pour construire une cabane, comme en rêvent les enfants. Des murs qui exhalent l'été. Pour moi, la personne qui habite ici a trouvé une espèce d'amoncellement de bottes de paille et s'est dit, c'est un endroit parfait pour faire mon petit refuge, mon petit nid. Chaque visiteur a ses coups de cœur. Avec les tables de verre. Oui, les tables de verre. C'est assez original, c'est des matériaux qui sont modernes et tout, et puis bon, ils sont appliqués d'une certaine manière, c'est super. Une table de jardin. Jamais le terme ne fut aussi juste. Les plantes s'y enracinent. Alliance de la nature et de la technologie, de l'esthétique et du bucolique. Clin d'œil au Chanteclair d'Edmond Rostand. Le paysagiste rend hommage au poulailler de nos campagnes. Il utilise des matériaux identiques, mais il en magnifie les lignes. La tôle ondulée, c'est très populaire. Tous les vieux jardiniers, ils ont fait un cabanon avec de la tôle. Moi, je l'utilise, mais pas pareil. Je la mets verticale. Une basse-cour que nous visitons comme un vrai zoo. Alors, je me suis arrêté au jardin de Tati et j'ai beaucoup aimé le parapluie de Tati. Délice de la citation. Reconstitution avec ironie de la villa des adeptes de l'hygiène à tout crin du film Mon oncle. Mais je peux vous assurer, messieurs, qu'on n'a rien à envier, en tout cas aux jardiniers japonais. Même avec nos jardins de gravier à nous, en France, on peut leur damer le pion. Les Japonais, justement. C'est dans ce vallon des brumes, au milieu des plantes d'ombre d'Extrême-Orient, que le voyage s'achève. C'est à Chaumont-sur-Loire jusqu'au 22 octobre. Du sport, du football avec l'Euro 2000. Le résultat du match Espagne-Norvège est une vraie surprise. Regardez bien l'erreur du goal José Francesco Molina, les goals de l'Atlético de Madrid, les goals de l'Espagne. 1-0, la Norvège a battu l'Espagne. C'est une des surprises de cet Euro 2000 qui débute. Et puis dans quelques minutes sur France 2, il y aura Yougoslavie-Slovénie en direct de Charleroi en Belgique. Pour cette raison, le journal est un peu plus court qu'à l'habitude. Je vous rappelle que dans cette édition, nous avons évoqué l'actualité de la libération de Brice Lotio. Brice Lotio qui, après 8 mois et une douzaine de jours de détention en Tchétchénie, est arrivé à Villacoublay par cet avion affrété par le président de la République. Il a retrouvé sa famille, ses amis. Il est en bonne santé, plutôt bien. Nous l'avons reçu ici en direct il y a quelques minutes sur ce plateau. La météo dans quelques secondes avec Sophie Davant. Donc le match Yougoslavie-Slovénie ensuite. À 22h40, une sorte de meilleur moment de la vie à l'endroit présenté par Mireille Dumas. 3 ans de cette émission ainsi résumée. Le dernier journal à 0h40 avec Laurence Ostelaza. À 7h50 demain dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Charles Pasqua. Et puis à 13h, vous retrouverez ici même Carole Gessler et Rachid Arabe. À demain 20h. Bonsoir. Merci.